Nous sommes en direct avec Thierry Mandon. Bonjour à vous tous. Il est chargé de la réforme administrative et de celle de l'État, notamment au gouvernement. Bienvenue. Merci. C'est la première fois que vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, peut-être pas sur celle de LCI, mais en tout cas, nous sommes ravis. Est-ce que vous avez le sentiment ce matin que le gouvernement, donc le vôtre, est l'otage de la CGT, qui est en train de vous secouer avec un plaisir non dissimulé? Oui, je ne suis pas sûr, on est l'otage. En tout cas, il y a un sujet compliqué de comment on transforme le pays derrière tout ça. Comment on transforme le pays avec finalement des corps intermédiaires, les partenaires sociaux qui sont très fragilisés, qui prennent des positions parce qu'ils se sentent menacés de l'émergence de nouvelles formes de concurrence, soit des nouveaux syndicats beaucoup plus radicaux, Co2. Je pense que le combat CGT Sud à la SNCF explique une partie des difficultés, parce qu'ils sont débordés par une base beaucoup plus jeune, avec des comportements de mobilisation très particuliers liés à la génération Internet. Enfin, non, mais ça, c'est intelligent, c'est sociologique, mais ça ne résout pas le problème politique, parce que vous faites quoi? Parce qu'ils prolongent la grève, les intermittents ne veulent pas les textes du gouvernement, ils veulent mettre à bas le Festival d'Avignon, et au fond, on a l'impression que si vous ne mettez pas Guillaume Pépi dans une poubelle, ils vont continuer. Non, je ne pense pas que ça durera très longtemps, parce que leur position est très fragile. D'ailleurs, c'est très intéressant, leur argumentation dans les médias. L'argumentation dans les médias, finalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas sur le fond, il y a sûrement des craintes. Donc, il y a un sujet de réassurance ou d'assurance que la réforme qui est mise en œuvre à la SNCF, la convergence du réseau RFF, la SNCF, que ça sera fait sérieusement et que la dette dont va hériter la nouvelle structure ne plombe pas l'activité durablement des cheminots. Donc ça, il y a sûrement une explication supplémentaire. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas l'argumentation. Ils le savent très bien, ça, ce que vous venez de dire. Et ben donc, ils parlent officiellement du démantèlement, mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'au fond, ils font de la politique. Donc leur position n'est pas tenable. Ils ne peuvent pas la tenir sur la durée. C'est une position politique contre le gouvernement. Absolument, mais ils ne peuvent pas la tenir sur la durée. Donc je pense que le gouvernement a raison de ne pas paniquer, d'expliquer plus, de dialoguer plus, et en même temps de ne pas lâcher sur une réforme indispensable et qui va en plus dans le sens de ce que souhaitent les Mais est-ce qu'il faut, tout à l'heure je parlais de Guillaume Pépi, par ailleurs excellent président de la SNCF, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une sorte de mort symbolique? Non. Ça s'appelle le bouc émissaire, c'est chez René Girard, et on voit très bien que ça règle aucun problème. Ça soude artificiellement l'unité du groupe. Peut-être que c'est ça qu'ils cherchent, plus ou moins, intuitivement. Écoutez, peut-être qu'ils cherchent, mais enfin, s'ils cherchent, ils ne sont pas obligés de le trouver. On n'est pas Donc obligé à de aucun moment, le gouvernement lâchera Guillaume Pépi. J'en sais strictement rien. Vous êtes partie du gouvernement, pas moi. D'accord, oui, non, ça, j'avais remarqué. En tout cas, je suis l'actualité. Mais je ne sais pas si ils lâcheront Guillaume Pépi, mais je ne vois pas aucune raison de le faire. C'est un grand patron de la SNCF, c'est un modernisateur, c'est quelqu'un qui est attaché au dialogue social. Donc il faut mieux expliquer, mais il ne faut pas bouger. On va parler de la réforme de l'État, de la simplification administrative, parce qu'il paraît que ça exaspère particulièrement le président de la République et le gouvernement. Mais je voudrais qu'on vienne aussi sur un deuxième sujet, qui est celui des intermittents, parce que beaucoup de gens en France sont quand même tout à fait touchés, concernés par la saison des festivals. Et on est au bord de l'été, et on a l'impression que le premier d'entre eux, enfin parmi les importants, Avignon, est menacé. Et là, on arrive à une situation qui est quand même invraisemblable, puisqu'au fond, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse la loi que eux veulent, non pas celle qui a été décidée par le gouvernement, ni par les partenaires sociaux, mais celle que eux veulent. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je crois. Un accord a été signé par les partenaires sociaux, qui est un accord raisonnable, qui durcit un peu le régime qui existait, mais qui ne le remet pas en cause comme le MEDEF le souhaitait. Il y a quelques mois, une mission parlementaire qui avait pris donc beaucoup de temps, avait travaillé sur le sujet, avait fait des conclusions, et aucune de ces conclusions, avait travaillé avec les intermittents, n'a été reprise dans l'accord qui a été signé. Bon, donc on a là une sorte de double niveau de pilotage d'une réforme indispensable qui crée la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Et le gouvernement a été avisé de confier aux parlementaires qui avaient fait le rapport dont je parle, Monsieur Gilles, finalement une opération de médiation pour voir comment, en conservant l'accord, on peut matiner cet accord d'un certain nombre d'idées qu'il avait discutées avec les intermittents. Et ça, c'est la bonne méthode. D'accord, mais ça ne les empêche pas ce matin de considérer qu'au fond, il faut continuer, quoi. Oui, mais parce qu'à l'évidence, il y a une radicalisation de certaines formes de revendications sociales et de manifestations sociales dans ce pays qui est à lire avec la perte de pouvoir des corps intermédiaires et des syndicats traditionnels. C'est pas du tout une situation dont je me réjouis, ça participe d'une fragilisation de notre démocratie. C'est une sorte de défi politique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, plus François Hollande fait une politique sociale libérale, plus une partie du pays qui se veut
à la gauche de la gauche manifeste et prend tous les prétextes pour finalement remettre en cause cette politique. Au fond, ce qu'ils disent, c'est les députés socialistes l'ont accepté ou ils vont finir par se coucher. Nous, on va pas l'accepter. C'est une grande tradition. Alors d'abord, le député socialiste dans cette affaire, il vote pas. L'accord va être donc ils n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Ils peuvent avoir des positions, mais ils ne sont pas appelés à prendre une décision. Mais oui, c'est un grand classique du modèle social de notre pays. Chaque fois qu'on essaye de le faire évoluer, il y a beaucoup plus de gens parce que ça vous concerne directement, attends, c'est votre boulot. Non, c'est pas tout à fait mon travail, mais enfin, ça, sur certains plans, ça le deviendra quand il s'agira de réformer l'État. Pourquoi ? Parce que je crois que les corps intermédiaires sont trop faibles. Parce que la représentativité des partenaires sociaux est insuffisante et qu'ils sont sans arrêt débordés par des mouvements spontanéistes du type culture bonnet rouge qui les débordent et qui perturbent une réforme pilotée institutionnellement. Mais la semaine dernière, il y avait une enfin, on est quand même l'un des rares pays du monde. La semaine dernière, il y avait une manifestation de retraités CGT. Alors, je ne dis pas que les retraites, c'est pas un sujet sérieux. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, vous savez très bien qu'on est aussi vu de l'extérieur un peu une caricature de ce point de vue-là. Écoutez, moi, je vais très souvent aux États-Unis, puisque c'est pour les biotechnologies, domaine dans lequel j'ai travaillé très longtemps. Chaque fois que je vais aux États-Unis, je vois des manifestations surréalistes. Alors, c'est pas des manifestations de masse, mais des manifestations d'anciens combattants de je sais pas quoi, de personnes qui veulent des fusils chez eux. C'est la désagrégation de l'espace public, de la vie publique, et la multiplicité de micro-conflits qui ne sont encadrés par aucune force syndicale, constituée, organisation intermédiaire. C'est ce que vous nous racontez ce matin. Ça s'appelle la difficulté. Mais oui, mais c'est une évolution des démocraties modernes. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, du fait de l'individualisation, des nouvelles technologies. Enfin, il y a plein de sujets. Vous avez le droit d'être intelligent et de raffiner. Mais exactement, il y a une crise. On n'est pas dans un commissariat de police. Il y a une crise de la représentation qui ne touche pas que le monde politique, qui sûr, touche tous les corps intermédiaires. Ça va se passer au Brésil aussi, peut-être. La vraie réponse, c'est de réintroduire une réflexion de long terme sur comment, une fois avec des évolutions structurelles de notre société, qui concernent les individus, les technologies, la mondialisation, comment, à partir de cette réalité-là, on rebâtit des structures de représentation et de dialogue qui permettent la réforme. Mais justement, comment peut-on dialoguer avec une mondialisation qui détruit pour reconstruire ? Parce qu'au fond, c'est ça. On a connu ça dans les années 80 avec la sidérurgie et avec François Mitterrand. Vous avez un monde qui technologiquement évolue et qui détruit l'ancien. Et tous ceux qui représentent l'ancien poussent des hurlements. D'abord, il y a un discours positif sur l'avenir qu'il faut recréer et porter. C'est pas ce qu'a fait le président de la République avec l'histoire de la bataille contre la finance qui sous-entendait bataille contre la mondialisation, et on est en plein. Il y a eu un certain nombre de réformes, mais je ne peux pas répondre à 6 questions en même temps. J'étais sur le fait que si vous tracez pas une aventure positive pour que les gens comprennent que finalement, à moyen terme, les bénéfices qu'ils ont à attendre des réformes l'emportent sur les inconvénients des réformes, il n'y a pas de raison que vous puissiez réformer. Et aujourd'hui, on en est là. Il n'y a plus, je ne vais même pas dire le rêve français, il n'y a plus le portage de la perspective qui fait que les Français comprennent que la réforme, elle est absolument indispensable, pour le coup, absolument indispensable, et que si on ne la fait pas, leur situation, dans quelques temps, sera pire que celle d'aujourd'hui. Donc c'est une sorte de pédagogie par l'échec. Donc ça veut dire le retour d'un vrai discours politique, de vision, et de réintroduire du long terme dans une actualité qui nous bouscule. Vous êtes chargé de la réforme administrative et donc de la simplification ou de la réforme de l'État. Je vais vous poser 2 ou 3 questions qui me paraissent importantes. D'abord, est-ce qu'il y a des organismes d'État ou parapublics qui vont être amenés dans les semaines qui viennent à fusionner ? C'est déjà le cas. Oui. Est-ce qu'on peut avoir oui, non, si vous voulez. Oui. Non. C'est déjà le cas avec, par exemple, les organismes qui géraient l'aide à l'export, UBI et AFI, enfin, je ne rentre pas dans les détails, qui gèrent l'aide à l'export des entreprises françaises. Et il le faut. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples qui sont sur la table pour le gouvernement et sur lesquels vous travaillez ? Moi, j'ai besoin de 4 mois pour avoir un vrai plan d'action méthodique, systématique, et qui permette l'action. J'ai pas besoin de déclarations qui fassent plaisir. Ça peut concerner tout le monde. On va faire la revue des missions de l'État. Est-ce que finalement l'État demain, je remets du long terme, parce qu'on pense là, c'est pareil, on pense le budget qui vient, comment on fait pour gagner 4 postes ici, économiser 3 centimes d'euros là. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi l'État demain ? C'est quoi l'État dans 10-15 ans ? L'État moderne. On part de ça et on dessine le chemin et le plan d'action qui nous permet de passer à aujourd'hui, à demain. Et ça implique en effet, des rapprochements entre organismes, des disparitions d'organismes, Est-ce qu'on peut avoir Thierry Mandon ce matin des exemples ? Non. Non, parce que j'ai pas travaillé. Moi, je suis nommé depuis une semaine. Je suis pas euro, et donc et en plus. Jamais pensé. Voilà, oui. D'ailleurs, j'ai pas de masque. Et je pense que la réforme, pour qu'elle marche,
elle doit être collaborative. Ça, c'est très important. Ça aussi, c'est un autre... Vous pouvez pas, pouvez être le maître le plus intelligent de France, vous pouvez pas de votre bureau décider. Mais enfin, dans 4 mois, il y aura une liste. Ah ben, il y aura plus qu'une liste, il y aura un plan d'action méthodique qui va nous permettre sur 2 ans et demi de faire un travail de fond très important. Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur le principe sarkozyste qui est de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2? Mais c'est une catastrophe. Ça n'a juste aucun sens. Le type qui fait ça dans une entreprise, il est viré sans préavis. Enfin, on ne pouvait pas dire... On prend l'État, c'est quand même des millions de fonctionnaires. Dis Sarkozy, vous vous énervez tout de suite. Je ne m'énerve pas, je m'énerve sur la méthode. Vous ne pouvez pas dire, je prends, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, toutes les administrations, il y a un type qui part à la retraite, 2 types, j'en remplace qu'un. Bon, enfin, ça n'existe pas. Est-ce qu'on a assez d'infirmiers? Non. Est-ce qu'on a assez de personnes à l'hôpital? Non. Est-ce qu'on a assez en tout cas, globalement, on a trop de fonctionnaires, donc il y a un moment, il va falloir prendre une décision. D'accord, mais vous pouvez pas faire. Vous pouvez pas soviétiser la décision de non-remplacement des fonctionnaires à la retraite. La méthode Mandon, ce sera quoi? C'est très simple. Je vais vous dire ce que ça va être. On va prendre politique publique par politique publique. Il y a des classements internationaux maintenant sur toutes les politiques publiques avec 2 items internationaux. La qualité de la prestation, le coût, le rapport qualité-prix de cette prestation. Moi, je vais regarder le tableau. Je l'ai. Je ne l'ai pas amené ce matin, je l'ai. Je regarde le tableau, je vais regarder partout où on est 5 ou 6e, ce qui devrait être le rang normal de la France, qui est la 5 ou 6e puissance mondiale. Et partout où on est 10e, 20e, 30e, il y a un problème. Donc on réforme. Partout où on est bien placé à notre rang mondial, ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que François Hollande va être confronté à la révolte que pronostique François Bayrou, ou à la joie qui pourrait intervenir, Bico, ce petit ballon vers le mondial? Il paraît qu'il mise beaucoup sur un bon parcours des Bleus. François Bayrou est crépusculaire depuis longtemps. On a l'impression. Ça va lui faire plaisir ce matin. Je suis désolé pour lui. Il n'a pas le moral. Je François, connais pas. Vous êtes crépusculaire. Il n'a pas le moral. Voilà. Donc je pense que la réforme n'est pas. La révolte n'est pas programmée. Elle n'est jamais sûre. D'ailleurs, rien n'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que la volonté de réforme qui disparaîtrait, le conservatisme, c'est des grands tracas. La réforme relancée, mais rénovée dans sa méthode, beaucoup plus collaborative, c'est la possibilité du succès. Et ça, vous considérez que ça peut sauver politiquement un gouvernement? Non. Non. Je pense que c'est tout à fait... Moi, j'aime bien le football. Vous regardez ce ballon. Non, mais je le regarde parce que c'est une métaphore, d'accord. On l'entendait ce matin et on lit dans les journaux. C'est les Jeux de Rome. C'est les Jeux de Rome. Il paraît que le président de la République va non seulement regarder le match, mais qui quitte d'abord. Il adore le foot. Ça divertit, mais enfin, celui qui n'a pas beaucoup de sous pour le 20 du mois pour finir le mois, c'est pas parce qu'il va regarder la France gagner contre je sais pas qui qu'il se portera mieux. Et donc, ça suffit pas à diriger un pays. Vous êtes une sorte de misanthrope, finalement, de la gaieté. Mais moi, je crois qu'il nous manque, encore une fois, un peu d'espoir. Oui, c'est clair. Et je pense que c'est possible. La France est un magnifique pays, mais il faut bosser, il faut se relever les manches et il faut réformer. Merci Thierry Mandon d'être venu ce matin donc réfléchir à la situation de la France et de la réforme administrative qui accompagne une réforme de l'État sur laquelle vous travaillez. Et vous reviendrez dans 4 mois. Et vous allez m'expliquer dans 4 mois quels sont les organismes qui ont été fusionnés ou supprimés. Très précisément. Promis ? Bien sûr, et très précisément. D'accord, merci beaucoup.